Au rythme de la maladie, une expérience sonore en 5 temps, orchestrée par des universitaires en master de psychologie clinique. La musique est le seul art qui parle à la pensée, par la pensée même, sans le recours de la parole, de la forme et des couleurs. Citation de Honoré de Balzac. Les maximes et les pensées, 1856. Volet contenant. Deuxième partie. Comment la musicothérapie peut avoir une fonction contenante pour les patients. La musique est utilisée comme outil dans beaucoup de domaines de la psychologie. Elle peut donc être un moyen de médiation dans la prise en soin du patient, en plus de l'intervention du psychologue. Claudine Ourgalian, en 2015, explique que la parole et l'expression verbale ne sont pas accessibles à tous et peuvent ne pas être thérapeutiques. Ce qui permet le soin dans la musicothérapie est l'expérience d'une vie émotionnelle trouvant un espace dans lequel elle est reçue et contenue. Cet espace doit pouvoir contenir et transformer tout type d'émotions. Parfois, les structures et fonctions contenantes sont particulièrement défaillantes. Il est donc intéressant dans ces cas-là de s'intéresser au contenant, comme la musique, et non au contenu, que sont les fantasmes ou conflits. Lara Wakim, musicothérapeute, nous définit les domaines dans lesquels elle travaille et pour lesquels la musicothérapie, en complément au travail psychothérapeutique, est bénéfique pour les patients grâce à l'apport de ce cadre contenant. Là, actuellement, par exemple, on met en place un projet où on les accueille. Pour vous donner une idée de ce qu'on fait d'une manière globale dans notre atelier, on a un temps d'accueil d'1 quart d'heure pour que tout le monde soit là, où la parole est libre pour voir un peu comment tout le monde va, voilà, comment s'est passée la semaine, etc. Un petit temps d'accueil. Une fois on démarre la séance, on commence par un petit temps de retour à soi, d'introspection et de relaxation. Position assise, où on introduit une musique assez calme, assez contenante et assez lente, et on va synchroniser notre respiration avec le rythme de la musique, et on va se promener à l'intérieur de nous-mêmes, guidés par la voix, en tout cas, par moi-même. Je vais les guider à pouvoir se promener à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment faire comme créer une bulle où on va s'isoler du milieu carcéral, s'isoler des autres, et faire ce travail d'introspection qui prépare la séance. Après, on a un petit temps collectif qui va nous ouvrir à l'autre. Donc, du coup, dans ce cas-là, on fait un petit jeu de prénoms les premières séances où on ne se présente pas verbalement, mais on se présente dans le jeu, en fait. Et ce jeu-là, c'est assez ludique et ça engage la personne directement dans un travail dans un jeu, dans un vrai jeu. Ça veut dire il y a des fous rires, il y a des moments, c'est très convivial, c'est très ludique. Ils vont très vite faire des blagues, ça va briser la glace très, très vite, en fait. Et ce jeu de prénoms va être évolutif après. Ça veut dire, sur un rythme, je présente mon prénom et tout le monde me redit mon prénom. Après, sur le même rythme, je vais poser une question à quelqu'un dans le groupe. N'importe quelle question qui me vient à l'esprit. La personne va répondre, elle va elle-même poser une question à une autre personne dans le groupe. Et ça va se jouer musicalement parlant parce qu'on est toujours sur une structure rythmique assez importante qui laisse la spontanéité et que les personnes soient un peu rapides dans la réflexion. Donc, il y a un travail de spontanéité qui se fait. Juste après, on passe à un temps plutôt un peu plus développé musicalement, où on va les mettre face à une improvisation ou face à un travail collectif musical. Donc, ça peut être des consignes plus libres qui engagent une liberté totale de la personne et on observe comment elle va s'engager dans ça. Est-ce qu'elle est à l'aise, elle n'est pas à l'aise, elle est consciente de ses limites ou pas, est-ce qu'elle prend toute la place, est-ce qu'elle choisit des instruments envahissants, elle est en retrait, elle s'arrête, elle n'ose pas. Donc tout ça, nous, on va le travailler un peu, on va repérer un peu le comportement de chacun et on va essayer de le faire avancer petit à petit dans le travail d'une séance à une autre, en fait. Après ça, donc ça peut être aussi une écoute musicale, mais ce temps-là, il est différent d'une séance à une autre. On peut les mettre, par exemple, sur un travail de duo des fois. On peut les mettre sur un travail des sous-groupes, des fois observés par un autre groupe. Qu'est-ce qu'on dit du regard de l'autre? Qu'est-ce que ça me fait d'être observé par un autre? Voilà, donc il y a tous les enjeux qui se jouent en fait dans ce travail-là thérapeutique. Et on finit après la séance avec un temps retour à soi ou avec un petit papier et un crayon pour que ça reste un peu en fait non verbal, comme ça la personne elle peut s'exprimer. On donne plusieurs outils d'expression qui peuvent arranger certaines personnes. Sur une petite musique qu'on pose aussi, à la fin, ils vont nous expliquer dans quel état d'esprit ils sont là, juste sur le moment même après la séance, en fait. Ça peut être par un dessin, ça peut être une expression, ça peut être un mot.
Et ils peuvent le montrer au groupe, le partager au groupe à la fin. Et c'est un peu la trame de travail qu'on a actuellement dans le projet qu'on fait à la prison. DeWitt et Bossu, en 2021, expliquent que le groupe en lui-même a un effet contenant et peut favoriser le changement et la transformation des représentations de soi, notamment concernant le vécu avec la maladie. Étudié par Anzieux et Case, la dynamique de groupe peut permettre ce changement. Century en 2010 explique que la musicothérapie est une médiation qui permet de prendre soin de la personne sur le plan mental, physique, socio-affectif et spirituel. La musique est utilisée comme une interaction entre le patient et le thérapeute. Il y a une création d'un processus relationnel, mouvant et flexible. La musique devient donc, par exemple, le cothérapeute, un espace de jeu, une aire transitionnelle ou un objet de la cure. Elle permet d'explorer l'expression de soi, la communication non verbale et permet l'organisation de la pensée, sa réintégration et son expression. Mais pour que tout cela soit possible, il est en effet indispensable que le cadre soit sécurisant, contenant et apaisant pour le patient. Lara Wakim nous décrit alors les bénéfices de la musicothérapie sur les différentes problématiques. Vous pouvez nous parler aussi des effets qu'a la musicothérapie sur les patients dans les addictions? Oui. Alors, ce qui est particulier quand même dans le travail que je fais, c'est que c'est vrai que je parle des addictions, mais en fait, les patients qui viennent, on a la problématique des addictives, en tout cas des addictions, mais on a aussi la problématique du milieu carcéral. Et donc, on a les deux en parallèle qui se jouent. Donc, ça veut dire que nous, les patients qui viennent nous voir, il y a une demande de soins qui est plutôt personnelle parce qu'ils doivent quand même écrire à notre service pour venir suivre, en tout cas, participer à des groupes thérapeutiques. Ils vont réclamer, ils vont être à la demande de ça, mais en même temps, ils peuvent être à la demande de tout ça parce que c'est leur moyen de sortir de la cellule. C'est leur moyen de ne pas être isolés. C'est leur moyen de montrer aux juges qu'ils font un travail quand même personnel et qu'ils mettent les choses en place pour qu'ils aient, par exemple, avoir des aménagements de peine. Donc, on est un peu dans tout ça dans notre cadre de travail. Mais qu'est-ce que ça peut, où est-ce qu'on peut, qu'est-ce que ça apporte la musicothérapie? La première chose qu'on peut entendre de nos patients, c'est que là, on arrive à s'exprimer, que là, on se sent, on n'est plus en prison, on n'est plus là en fait. On voyage, on vit dans un autre monde. On a l'impression d'être en famille, on a l'impression d'être avec des amis, on a l'impression d'être avec des gens qui sont bienveillants, etc. Dans un cadre carcéral, ce cadre thérapeutique est vraiment très bienveillant. Ce qui fait que ça établit une relation de confiance, une relation assez sécure qui va leur permettre d'entamer une thérapie. La musique ne les oblige pas à parler de leur souffrance. Donc, ils se sentent un peu à l'abri de ça. On n'est pas obligé de le faire. La plupart du temps, ils nous disent « Oui, mais on a vu tel psychiatre ou tel psychologue et ça ne passe pas forcément et donc on n'a pas envie d'aller les voir une deuxième fois, tout simplement parce que dans la problématique des addictions, on a un vrai souci d'expression en fait de soi. Et en musicothérapie, ça se fait d'une manière indirecte. Ils ne savent pas qu'ils s'expriment, ils ne savent pas qu'ils parlent d'eux-mêmes en faisant la musique en fait. Et c'est notre rôle de musicothérapeute de pouvoir faire le lien et aider à la prise de conscience en tout cas de ce qui se passe réellement dans les séances. Et on travaille beaucoup sur la thérapie de groupe, la constitution de groupe. Après, sur la confiance en soi, il y a beaucoup de résultats là-dessus. On voudrait revenir un petit peu vers le psychotrauma et que vous nous décrivez les effets de la musicothérapie sur les personnes subissant un traumatisme dans leur vie, que ce soit ancien ou récent. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, que la musicothérapie, elle est un soin complémentaire, que ça soit pour les addictions ou pour le psychotrauma. Ça veut dire qu'il y a vraiment tout un travail qui va être fait en parallèle. On ne guérit pas forcément du psychotrauma, tout dépend de ce qu'on a pu vivre, tout dépend du trauma même, en fait. Mais par contre, l'utilité de la musicothérapie, à part tout ce que j'ai listé avant, ça veut dire la confiance en soi, la reconnexion avec soi-même, avec son propre corps, surtout quand il s'agit par exemple des agressions sexuelles, des attouchements. Donc, on a tout un travail corporel qui se fait. Et on a aussi tout un travail qui est fait directement par la musique, même si on ne fait pas nous-mêmes un temps dédié au schéma corporel et au travail corporel. Quand on écoute une musique, on a le corps qui agit d'une façon très, très rapide. Parce qu'on est, on est disposé à pouvoir réagir
avec la musique dans la seconde où la musique se met en place. Donc, on peut avoir des frissons, on peut avoir des sensations agréables, désagréables, on peut avoir des émotions qui sont assez vives, on peut avoir des souvenirs. Et ce qu'on sait au niveau du psychotrauma, c'est que la mémoire traumatique, la mémoire de la personne, elle est atteinte. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on parle de flashback, on parle de quelque chose qui s'impose à nous, parce que la manière de travailler de la mémoire est dysfonctionnelle. Donc, on peut avoir des détails très puissants, très importants de l'événement, comme on peut zapper complètement certaines choses qui sont arrivées, par exemple, pendant le choc ou arrivées pendant le traumatisme, l'événement traumatique. Et donc, avec la musique renvoie directement à des souvenirs. Et là, le thérapeute doit être bien formé et il doit être présent et il doit accueillir ce qui peut arriver avec la musique dans la seconde, parce qu'on peut s'attendre à faire revivre la personne des émotions assez fortes. Et comment contenir ces émotions-là? Des fois, ce sont des choses qu'elle a dû oublier à un moment donné et qui arrivent à un moment où une musique se déclenche et ça rappelle l'événement d'une manière et d'une autre. Donc, on a tout un travail de suivi plutôt psychologique, si j'ai envie de dire, de soutien psychologique, en tout cas, avec tout ce qui va être exprimé émotionnellement parlant. On a tout un travail qui va être fait sur l'estime de soi, la confiance en soi, la prise de conscience de son propre corps, la reconnexion à soi-même, etc. Et on a tout un travail qui va se faire se basant sur les théories des neurosciences aussi. Les études en musique montrent que le travail musical, que ça soit dans l'action, dans l'activité musicale ou à partir d'une écoute musicale, ça régénère en fait les neurones, ça fait travailler les neurones, ça fait retravailler le cerveau. Donc forcément, il y a des connexions qui se remettent en place à partir d'un travail musical en fait. Et donc, moi, je me base sur ces théories-là pour savoir quel type d'activité je peux proposer à telle et telle personne pour pouvoir retravailler le lien entre, par exemple, les deux mémoires courtes et longues. Tout ça, je mets en place d'une manière et d'une autre pour que je puisse arriver au mieux à des résultats plutôt positifs avec mes patients. Mais je ne peux pas dire que c'est loin d'être de la magie, c'est loin d'être quelque chose de facile à faire. Tout dépend du patient ou de la patiente, si elles sont aussi prêtes, s'ils sont prêts pour ce genre de travail et le taux d'engagement, en fait, leur engagement dans les séances aussi. Et après, c'est à moi de voir si il y a, à un moment donné, il faut que je les oriente vers d'autres types de prise en charge. Est-ce qu'ils sont suivis? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a un traitement qui est en place? Voilà, prendre le temps de discuter aussi avec les professionnels qui les suivent pour que ça soit dans un suivi assez complémentaire aussi. La musicothérapie peut être utilisée aussi dans le domaine de l'handicap, notamment avec des enfants autistes, ce que nous décrit Émilie Pain, psychologue clinicienne. On sait que l'autisme, c'est une pathologie qui touche à l'enveloppe psychique, à l'enveloppe corporelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment la musique, elle peut apporter un soin à ça, à ce moment-là? Alors, le premier truc que j'avais écrit quand j'étais en maîtrise à l'époque, c'était sur l'enveloppe sonore et l'objet contenant. C'était pas une découverte, hein, c'était plutôt une exploration de choses qui avaient déjà été démontrées, hein, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je découvrais avec ce dispositif que de proposer une enveloppe sonore co-construite, c'est-à-dire que c'est pas juste de mettre un disque au fond d'une pièce et d'écouter ensemble, bien sûr, hein, mais c'est de produire une enveloppe sonore qui semble sécure, qui en même temps qui reflète l'état expressif et affectif de chacun, permettait de venir créer chez l'enfant une introjection possible d'un objet contenant, donc qui fait fonction aussi d'enveloppe. Donc ça, c'était le premier, je pense, c'était le premier jalon que moi j'avais posé dans ma pratique. Quand vous dites introjection, pour que ça puisse parler à tout type d'auditeur? Alors, introjection, je dirais que c'est le processus psychique qui consiste à faire sien une compétence psychique venue de l'extérieur. Par exemple, on parle souvent d'introjecter un bon objet. Et quand on n'a pas, en gros, je schématise, mais quand on n'a pas la bonne nounou, le bon papa ou la bonne maman à proximité pour nous rassurer
dans les moments difficiles, on s'en sort quand même parce que on a pu introjecter ce bon objet à l'intérieur de nous et on peut y faire appel. Donc, c'est quelque chose d'un peu symbolique qui est ancré en nous et qui apporte une sécurité. Donc, c'est vrai que chez les enfants autistes, eh ben, ces fonctions-là sont très défaillante peut constituer surtout tout ce qui va être autour de la contenance. On l'observe notamment dans la façon qu'ils ont de faire avec leur corps qui semble souvent un peu désarticulé. Et justement, ce dispositif musical, je trouve, permet de travailler, tout à l'heure je parlais de la correspondance entre la spatialisation et les différentes parties du corps. On va pouvoir travailler avec l'instrument, notamment la question des articulations, la question de la correspondance entre le haut et le bas. Donc ça, c'est aussi bien grâce aux capacités sonores, donc vraiment là, l'amplitude harmonique entre les notes aiguës et les notes graves, ça c'est le schéma de base, mais on va aller toucher aussi au très fort et au très faible, au doux et au dur, et de cette façon, on va essayer de saisir les limites et de se constituer une meilleure connaissance, une meilleure approche de l'enveloppe qu'on crée dans la situation de médiation musicale. Ça, c'est pour l'approche corporelle. Et quand c'est un peu plus élaboré, on peut même imaginer qu'on constitue une enveloppe aussi qui peut se vocaliser, une enveloppe proto-narrative avec des chants, avec une histoire qui se répète dans les séances, de sensations possibles, visuelles, olfactives, tactiles, sonores évidemment, mais pas que. Il y a vraiment aussi la notion du poids. C'est arrivé effectivement qu'un enfant tombe avec mon violoncelle dans les mains, donc il y a la question de la chute et puis tout le rapport qu'on peut construire aussi à la confiance. Parce que moi, au départ, mon violoncelle, je ne le laissais pas toucher par les enfants. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit, voyons ce que ça donne. Et en fait, de permettre cette possibilité-là, de faire confiance à un enfant à un moment donné pour pouvoir manipuler lui-même l'instrument et voir le laisser entre ses mains et moi prendre de la distance vis-à-vis de mon instrument, ben, chaque fois, c'est des pas qui n'interviennent pas par hasard. Ils interviennent à un moment où, dans le suivi thérapeutique, il y a cette possibilité-là. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été rendues possibles, il y a quelque chose qui s'est intégré et il y a une enveloppe suffisamment sécure pour moi, pour l'enfant. Et puis, du coup, là, on travaille des choses encore plus chouettes, quoi, parce que moi, du coup, je deviens presque le tiers dans l'histoire. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais attention, la musique ou le son peuvent ne pas avoir cette fonction contenante attendue. Comme nous l'explique Christine Mérienne. On est tous entourés de musique et de plein de sons qui créent musique. Mais du coup, ce que je voulais aussi vous demander, c'est est-ce que ça peut être quelque chose qui génère des émotions positives et bonnes, mais est-ce que aussi, dans certains contextes, on parlait de musique dans un supermarché, par exemple, est-ce que ça peut aussi être source d'angoisse ou de choses qui nous oppressent quelque part? Alors, ça peut. Il y a plusieurs choses. Dans les supermarchés, ils ont très bien compris que la musique détourne l'attention. Donc, moi, ça m'arrive tout le temps. Je rentre dans le supermarché, j'ai décidé d'acheter ceci, cela. J'arrive, il y a la musique, je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus pourquoi je suis là, dont je n'ai pas besoin. Donc ça c'est vraiment l'utilisation, l'objectivation de la musique voilà, à des fins commerciales. Ensuite, moi je pense que trop de musique tue la musique. Se poser pour écouter un morceau, c'est très différent d'entendre comme ça sans arrêt de la musique. Pareil pour l'image d'ailleurs. Et ensuite, la musique est parfois utilisée comme une arme dans des prisons, par exemple, pour torturer des personnes qu'on empêche de dormir en leur mettant du métal à fond toute la nuit. Le métal, c'est fait pour s'éclater, c'est pas fait pour empêcher les autres de dormir. On peut, malheureusement, la musique thérapeutique, par exemple, puisqu'on parlait de ça, on peut décider d'utiliser certaines combinaisons de notes, certains instruments, ils ont peut-être un effet plus fort que d'autres. Enfin, jouer plutôt avec les consonances plutôt qu'avec les dissonances pour apaiser les gens. Donc on peut avoir une intention de faire de la musique thérapeutique. Mais dans ce cadre-là, on peut aussi simplement jouer de la musique, parce que la musique en soi est thérapeutique. Et après, voilà, il faut être à l'écoute de la personne pour savoir ce dont elle a besoin.
Emmanuelle Carrasco, psychologue clinicienne et musicothérapeute, nous éclaircit sur le sujet. Alors elle n'est pas systématique déjà la fonction contenante. D'accord. Il faut savoir que le son, c'est intrusif. Et il y a des gens qui ne peuvent pas se protéger des agressions sonores. Ça demande une construction psychique. Donc il faut faire attention aussi de comment on utilise le son. Il n'est pas systématiquement enveloppant, le son. Et c'est pour ça qu'il faut une formation d'ailleurs. Ce qu'on pourrait aussi imaginer contenant, c'est-à-dire que moi je vais me dire tiens, telle musique j'adore, ça me détend, c'est très doux. Ça peut être pas du tout contenant pour un patient, en fonction de son histoire musicale et sonore, de son environnement sonore dans son histoire. Donc c'était juste un préalable pour dire qu'il faut être prudent par rapport à l'idée que la musique peut être contenante en soi. Pas toujours. Et quand on travaille avec les enfants, par exemple avec les enfants autistes, tout ce qui est des sons graves qui résonnent, tout ce qui est écoulement d'eau, tout ce qui est c'est très contenant pour eux. Et ça renvoie vraiment à une dimension très archaïque. Mais après, c'est dans la connaissance qu'on a du patient, de sa pathologie, qui va faire qu'un son va être contenant. Je vais vous donner 2 exemples très récents, hier et aujourd'hui. Hier, je vois une jeune fille qui a 10 ans, qui est hospitalisée pour des crises d'angoisse très importantes. Et justement, quand elle a une crise d'angoisse, elle hyperventile, elle ne retrouve pas sa respiration, elle a dû être hospitalisée plusieurs fois aux urgences, elle met du temps à s'apaiser. Bon. Et puis hier matin, elle arrive en séance de musicothérapie et elle se montre angoissée. Donc elle avait du mal à respirer. Et je lui dis, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'une séance de relaxation. Alors je lui propose de s'allonger, de mettre une couverture pour la recouvrir, elle refuse. Et j'utilise une musique dite de relaxation, plus j'utilise ma voix, je guide pour un travail. Et alors, une catastrophe, je vois que ça majore ses angoisses. Là, vraiment, elle se gratte, elle croise les mains, elle croise les pieds, elle ne peut pas du tout se concentrer sur ma voix. Et je dois arrêter. Et elle me dit, mais moi, la relaxation, c'est terrible, ça m'angoisse. Donc, vous voyez, typiquement, la relaxation, on se dit, voilà, musique enveloppante, la voix. Là, pas du tout. Ce qui l'a calmée, c'était le jeu avec les instruments parce qu'elle était dans l'action. Donc moins centrée sur elle, travail de décentration et d'action. Ce matin, je reçois un jeune homme de 15 ans, je voyais pour la première fois. Donc lui, il est suicidaire, extrêmement déprimé. Et je lui demande comment il arrive à s'apaiser. Il est en garde alternée chez son papa et sa maman. Il me dit que chez son papa, il y a un piano droit et depuis 1 an, il essaye de calmer ses idées noires en jouant du piano. Donc il me cite les morceaux qu'il apprend de manière autodidacte. Il n'a jamais fait de solfège, j'ai pris de cours ni rien. Bon, voilà, j'entends. Et donc je m'étais présentée en tant que psychologue et musicothérapeute, comme à chaque fois. Et pareil, à un moment donné dans l'entretien, il commence à être angoissé, il a les larmes aux yeux, il ne trouve plus ses mots. Je le sens vraiment se tendre et il me demande d'arrêter. Que parler lui fait revivre des flashs. Il a des ruminations et je vois qu'il commence à être en boucle dans sa tête. Et devant un tel état, je lui demande si je dois appeler un infirmier ou s'il se sent capable que je le raccompagne seul dans l'unité. Il me dit ça va, mais il me dit il faut que je reprenne mon souffle avant qu'on descende. Et puis il se met à pleurer et il me dit là ce que je voudrais être c'est dans mon lit avec mes doudous chez moi et écouter ma musique. Et je lui dis mais est-ce que là tu as amené tes doudous? Est-ce que dans ton lit là si je t'accompagne dans ta chambre tu vas... Alors, il en a un et je lui dis et ta musique? Et il me dit bah non j'ai pas pris la bonne playlist. Et je lui propose... je lui dis, mais là, si moi je cherche sur mon téléphone et je mets mon enceinte pour écouter la musique, le morceau que tu voudrais écouter, est-ce que tu es d'accord? On cherche la musique. Et en fait, il s'est énormément récupéré et apaisé sur ce morceau qui raconte les souffrances d'un jeune homme et ce qui est difficile dans sa vie. Et donc, je demande à mon patient à la fin de ce morceau, alors je ne voulais pas insister parce que c'était la première rencontre, mais je lui dis... de ce texte, est-ce qu'il y a des mots qui résonnent pour toi? Et il dit, cette chanson, c'est mon histoire. Et il me dit, les mots qui me restent, c'est le bordel dans ma tête, qui a éteint la lumière, je veux qu'on m'éclaire. Et donc, il reformule sa demande d'aide et son accord pour être hospitalisé. D'accord, c'est très intéressant, surtout sur le contraste. Et donc, même sans avoir de musique ou de son, juste la manipulation d'instruments,
peut avoir une fonction contenante sur le premier exemple. Complètement. D'accord. Complètement. C'était Au rythme de la maladie pour les podcasts des étudiants de master en psychologie clinique à Nantes, avec les voix d'Anaïs Ducard-Butel, Prosper Gauthier, Anne Ramos-Giquel, Juliette Vabre et Selma Zriwil. Intervenants, Christine Mérienne, Lara Wakim, Emmanuel Carrasco et Émilie Pain. Encadrement par Margot Leborgne avec le soutien de l'association Psycli. Merci de votre écoute et à bientôt pour le prochain volet sur la fonction du lien.